Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Champ littéraire. Pour votre 17e numéro ce soir, nous recevons un auteur historien spécialisé en égyptologie. Bonsoir, M. Mamadou Kane. Bonsoir, Madame Ngom Moussou Diabakhate. Voilà, qui est Mamadou Kane et pourquoi Madou Enak? Madou Enak, c'est Mamadou Kane, n'est-ce pas? Un nom de plume que j'ai adopté en étant tout jeune. Je m'étais dit que je serais écrivain et je serais Madou Enak. Écrivain, pourquoi? Parce que je regardais les dessins animés, je voyais toujours des héros blancs, d'Artagnan, de Gascogne, ainsi de suite. Je me suis dit que quand je serai grand, je vais écrire des romans historiques et à l'âge de 14 ans, j'ai pris Madou Enak. Enak, c'est Kane à l'envers. Qui est Mamadou Kane? Je suis un enfant de la Petite Côte, natif de Dakar, et j'ai grandi dans une école. Mon père était instituteur à Dias. C'est là où le goût à la lecture, à l'écriture m'a saisi. J'ai étudié donc à Hambourg, mes études universitaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et avec une formation en gestion du patrimoine culturel à l'université Senghor d'Alexandrie. Donc je suis historien de formation spécialisé en égyptologie et j'ai fait patrimoine culturel. Je suis enseignant. J'ai toujours été enseignant dans le secondaire, et après dans les privés supérieurs, dans les universités. Pratiquement, je donne des cours dans les différentes universités du Sénégal. J'ai été aussi à la mairie de Thiès comme directeur de cabinet du maire. Et actuellement, je suis à l'ISEP de Thiès comme responsable pédagogique, n'est-ce pas, du domaine pédagogique, tourisme, industrie culturelle, artisanat d'art. Et là, je vis mes deux passions, la culture et le tourisme. Parce qu'en même temps, je suis responsable du métier management des produits et services culturels et responsable du métier management des produits touristiques. Et ce sont mes deux passions. Parce que quand je suis allé à Alexandrie, c'était pour étudier le patrimoine, mais de mettre ce patrimoine en perspective du point de vue touristique. Parce que je viens de la Petite Côte, comme je viens de le dire, qui est la principale destination touristique au niveau du Sénégal. Donc je travaille dans le domaine de la culture, du tourisme et je me passionne pour l'écriture et les voyages. Et les voyages. Bon, pourquoi ce choix du titre de votre ouvrage, Lueur d'Alexandrie? Oui, c'est pour magnifier une séquence importante de ma vie. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Égypte. Et comme je l'ai dit, je suis allé à Alexandrie pour étudier le patrimoine et mettre en relation le patrimoine au tourisme. Donc ce sont ces éléments-là qui ont fait que j'ai pu réussir le concours d'accès à l'université Senghor d'Alexandrie, qui est l'université de la francophonie, qui est vouée au développement de l'Afrique et de Haïti. Donc je suis allé là-bas. Et j'ai vécu 2 années dans mon pays de rêve, vous voyez un peu. Donc Alexandrie, tout le monde le connaît, son rôle dans l'histoire, c'est la ville qui abrite la fameuse bibliothèque Alexandrina. C'est la ville qui abrite le phare d'Alexandrie que tout le monde connaît. Et c'est une ville qui a été créée par Alexandre le Grand, donc depuis l'Antiquité. Vous voyez que c'est une ville historique. Et ma passion pour l'histoire, pour l'égyptologie de façon générale et pour l'Afrique, parce que je suis panafricain, a fait que je me suis inspiré de mon séjour à cette université qui accueillait plus de 20 pays africains. Donc on était en plein dans un milieu panafricain. Et c'est ça qui m'a inspiré pour écrire cet ouvrage-là qui raconte un peu notre existence à Alexandrie, mais qui donne un peu sur le monde francophone et sur cette terre d'histoire-là qui est l'Égypte. Monsieur Kane, vous parlez de cet ouvrage en disant que c'est un récit de voyage.
Oui, parce que, comme on dit, un texte à clé, disons, parce que je me suis inspiré de ce que j'ai vécu en Égypte. Ce n'est pas de la fiction pure, même si c'est de la fiction, il y a des éléments que j'ai vécu, que j'ai voulu transcrire dans un style littéraire. Ouais, donc c'est un récit de voyage qui a marqué les 2 ans, mais en même temps, ce sont des textes qui nous font voyager un peu partout dans le monde et dans l'espace africain et dans l'espace francophone. Donc peut-être que si je n'avais pas vécu en Égypte pendant ces 2 années, je n'aurais pas produit ce livre-là, peut-être. Donc vous voyez que c'est lié à une séquence de ma vie qui est extrêmement importante. Parfois, je me revois dans certains textes, parfois aussi c'est de la fiction pure, et parfois je m'inspire de personnes que j'ai connues pour relater en tout cas des récits que je livre aux lecteurs. D'accord. Monton, c'est vous? Montou, oui. Certains m'appellent Montou. Montou, Montou, ça révèle Montou Hotep, hein, parce qu'il y a une divinité en Égypte qui s'appelle Montou. Hotep, c'est Montou est satisfait, parce que souvent c'est comme ça qu'on crée les noms des pharaons, en fonction des divinités. Montou, ça ressemble un peu à Madou. Et peut-être, si on regarde bien, ce sont des nouvelles, hein? C'est un recueil de nouvelles, mais si on regarde bien, moi je fais ce qu'on appelle l'écriture en mosaïque. Il y a un lien, sans être un roman, il y a un lien entre les différents textes, parce que c'est 12 textes, n'est-ce pas, qui composent ce recueil. Donc c'est comme si on avait un tableau, et chaque texte est une facette de ce tableau-là. Voilà, donc, ouais, Montou, quelque part, c'est peut-être moi. En tout cas, je l'ai Sans senti. être moi. Dans cette phrase, je lis, il était surpris et enchanté de voir en grandeur nature des monuments universellement réputés. Pourquoi ce trait d'union? Universel. Oui, parce que c'est l'histoire de l'humanité qui est née en Égypte, disons l'histoire. Je parle de l'histoire, je ne parle pas de la préhistoire. Je parle de l'histoire, la première civilisation historique, je ne dis pas préhistorique, mais historique, est née en Égypte. Et en plus, ce sont des monuments qui, depuis 5000 ans, nous parlent, qui sont là. Qui sont là. Depuis 5000 ans, vous vous rendez compte? Depuis 5000 ans, des monuments qui sont là, intacts, plus ou moins dégradés, mais quand même, la structure de ces monuments sont là. Les pharaons, les pyramides sont là. Depuis tout ce temps-là. Les temples de Luxor, de Karnak, de Philae sont là, nous parlent de notre histoire, nous révèlent notre histoire. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui révèle le génie de l'homme, tout court, hein, dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie du monde. Et voilà, qui servent de témoins de tout ce passé-là et tout ce qu'on a connu jusqu'à cette ère numérique. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui fait l'universalité de ces monuments. Ouais. Monsieur Kane, cette université créée en 1989 par décision des chefs d'État et de gouvernement ayant les Français en commun porte le nom du président Senghor, poète. Comme vous le décrivez si magnifiquement bien, un illustre personnage, celui d'un chef d'État, celui qui manie la langue de Molière mieux que ses inventeurs, un poète magnifique, un petit Sérère de Joal devenu icône en Normandie. Vous éprouvez une admiration vraiment profonde. Oui, c'est une fierté qu'un nom provenant du Sénégal soit finalement universel, francophone et universel. Et qu'on retrouve ce nom d'un jeune Sérère né quelque part dans une contrée du Sénégal, émerveillé le monde jusqu'à ce qu'une université de cette envergure porte son nom. Vous êtes fan de lui? Qui n'est pas admiratif de Senghor, de son œuvre littéraire et même de son œuvre politique. Même si moi je me réclame de Cheikh Anta.
qui est plus proche de moi du point de vue historique. Je suis plus proche de Cheikh Anta, mais je ne peux pas ne pas magnifier l'œuvre de Senghor, et qui est une œuvre universelle, et qui est là où nous sommes, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Vous avez eu l'amabilité de m'inviter. Ah, ça, c'est aussi une création de Senghor, toujours qui cherche la convergence, le métissage, la rencontre, l'universalité, même s'il provient d'un milieu typiquement sérère, mais qui n'est pas... qui est aussi, parce que vous êtes tout couleur ou bien oui, qui est aussi grec ou bien latin que Senghor. Ah oui. Si ce n'est ce petit serreur de Gilor et de Joal que je taquine. Si je vous dis l'origine noire de l'Égypte ancienne et de la Renaissance africaine, vous pensez à qui? Oui, mais bien entendu à celui que je viens de citer nommément, chez Anta Diop, dont les travaux portent sur ces questions-là. Donc, et moi j'ai eu aussi à travailler sur ces questions, et je reconnais bien ce qu'il vient de dire. Ne pensez-vous donc pas que le président Senghor, en coalition avec les chefs d'État ayant le français en commun, en créant cette université, devrait y associer le professeur Cheikh Anta Diop? Car lui aussi défendait la réputation de l'histoire africaine par l'Égypte antique. Pourquoi cette rivalité marquée par cette marginalisation? Oui, bon, avant de parler de cette rivalité, de cette marginalisation, mais il faut se satisfaire que cette université se retrouve en Égypte et porte le nom de Senghor. C'est très grand. Et en plus, là on est à Alexandrie, mais allez au Caire. Qu'est-ce qui s'est passé au Caire en 1974? C'est le grand triomphe de Cheikh Anta Diop. Et avant Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qui s'est passé au Caire du temps de El Hadj Omar? C'est le grand triomphe de El Hadj Omar devant les oulémas du Caire, les plus grands oulémas du Caire. Et vous vous retrouvez avec 3 Sénégalais, hein, de très grande envergure, qui ont laissé leur marque en Égypte. Moi, je retiens ça. Cette grandeur de ce pays-là, de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, mais qui émerveille le monde à travers ses enfants. El Hadj Omar Tall, Cheikh Anta Diop et Senghor. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Le reste, ce sont des postures, je pense, intellectuelles. Hein. Ce qui est important pour les Sénégalais, c'est de s'abreuver de ces sources-là, de ces différentes sources. Maintenant, il ne faut pas nier toutes les difficultés que Cheikh Anta Diop a vécues. Nous allons bientôt à Tchaïtou célébrer la disparition de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Toutes ces difficultés, mais qui n'auront pas empêché, n'est-ce pas, de véhiculer ces thèses, d'être reconnues dans le monde scientifique, mais aussi par les Africains. Voilà. Phase lecture. Sorry, son voisin de palier, était l'incarnation même du sympathique soldat tirailleur, tel qu'il est caricaturé par des descendants railleurs. Par ses accoutrements et ses propos, il provoquait l'irréalité générale. Il portait des vestes d'une autre époque. Il parlait un français débrouillé. Comment a-t-il pu sortir des mailles d'un recrutement, semble-t-il, des plus sélectifs? Son physique rachitique de Sahélien du Mali laissait entrevoir une grosse tête émergeant d'un corps désincarné. Ses tempes creuses trahissaient une rude existence. Ses jambes traînaient. Les bas de son large pantalon balayaient le parquet translucide des interminables couloirs de Senghorland. Phase lecture dans ce texte, ou bien ce paragraphe, je cite des mailles de recrutement. Pendant ce temps, il y a des étudiants qualifiés qui devaient y être. Vous parlez de recrutement comme si, souvent, ça se passe aussi dans notre pays, souvent on amène des étudiants ou bien on amène des stagiaires qui n'ont pas le niveau, alors qu'il devrait y avoir des étudiants qui sont là, qui pouvaient faire l'affaire. Ne pensez-vous pas que ça peut détériorer un peu le pays, le visage de l'une nation? Oui, de toute façon,
façon, dans un pays, que ce soit dans un pays ou bien dans une organisation ou bien dans une société, je pense que les meilleurs doivent être devant. Voilà. C'est ça le principe principal. Si les médiocres nous gouvernent, on va vivre des situations très difficiles. Le mérite est extrêmement important. Les compétences, les valeurs doivent être mises en avant. Et ce sont ces gens-là qui sont censés diriger les autres et les mener vers des sites. Voilà, la phase lecture, comment avez-vous trouvé la lecture de l'élève? Oui, ça me fait plaisir d'ailleurs qu'un élève lise un texte. C'est important de favoriser, d'encourager la lecture, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, les jeunes ne lisent plus. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas habitués à cela. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé les émissions, en tout cas sur la lecture, qui sont organisées ici à Thiès et au niveau du Sénégal. Parce que la lecture, ça permet à l'enfant de s'approprier une création, mais aussi une langue. Et que la lecture, elle est vivante, n'est-ce pas? Il faut épouser cette langue-là, il faut vivre le texte-là, le restituer dans le ton, dans la ponctuation et dans les rimes. Donc, en tout cas, j'encourage ce jeune-là à mieux faire, et à s'approprier ce texte-là. Vous avez bien entendu. Donc, il faut beaucoup lire, encore lire et encore lire. Merci. Je ne peux dépasser ce paragraphe sans réagir. Page 24. Sous les yeux incrédules d'Ibrahim, les têtes voilées, des jeunes filles laissant entrevoir des poitrines saillantes, des jeunes filles plus bas, des pantalons, des jupes en jean moulantes, des généreuses rondeurs. Que dites-vous de certaines de nos sœurs ici au Sénégal qui ont des foulards, mais en bas qui ont des bodys et des jeans serrés et se disent voilés? Oui, ben, moi quand j'ai quitté le Sénégal, quand je voyais une femme voilée, je la sacralisais. Et quand je suis allé en Égypte, j'ai vu des jeunes filles voilées, je me suis dit, mais là, c'est différent. Il y a le voile, mais en dessous du voile, il y a autre chose. Il y a toute cette féminité qui se révèle à travers ces voilés. Donc ça m'a intrigué un moment. Et j'ai compris que mais les mamans de ces jeunes filles voilées, elles ne l'étaient pas. Parce qu'à une certaine période de l'histoire de l'Égypte, avec l'influence européenne, anglaise, surtout à Alexandrie, je voyais souvent, quand j'allais dans les familles des Égyptiens, je voyais souvent les mamans qui étaient tête nue, alors que les filles se voilent. Donc, il y a un retour un peu à certaines traditions, mais modernisées à travers les bodys et les jeans qu'elles portent. Ouais. Donc, c'est vraiment un syncrétisme que j'ai appris. Et finalement, je me suis dit que l'habit aussi ne fait pas le moine. Hein. Ça, je l'ai compris à travers le port du voile en Égypte. Voilà, ça, je l'ai compris. Ben, maintenant, chacun est libre de faire du voile un style, n'est-ce pas, d'identité religieuse, ou bien culturelle, ou tout simplement esthétique. Voilà, donc je laisse libre cours aux femmes de choisir en tout cas leur manière de s'habiller. D'accord. En Occident, point de religion. Beaucoup d'étudiants rentrent au pays bien diplômés, mais parfois la foi bafouée. Certains, leur dernière prière était avant leur départ. Perdition ou oubli? Peut-être une forme d'adaptation. Peut-être une forme d'adaptation. Quand on est chez soi, voilà, tout paraît normal. Quand on sort, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. Moi, ça, je l'ai un peu vécu et j'ai vu des étudiants, je me rappelle bien, c'était à la cité universitaire de Caen. Déjà, je viens en France, je ne sais pas où se trouve l'Est pour prier, hein, la Qibla, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quelle heure il faut prier parce que ce n'est pas le même climat que j'ai laissé au Sénégal. Donc, je suis complètement perdu. Hein, il a fallu qu'une dame m'offre un document pour me dire quelle heure il faut prier et m'indique un peu
Et le vendredi, je voulais aller à la mosquée, il y a point de mosquée. Au bureau, il y a point d'espace où prier, ou bien pour faire même ses ablutions. Vous voyez un peu? Donc, je me suis adapté à cette situation, mais je comprends bien certains qui n'y arrivent pas et qui finalement se disent que bon, je vais passer la journée au bureau, je vais prier le soir. Hein? Vous voyez que les conditions d'exercice d'une foi dépendent aussi du contexte. Ouais, le contexte peut faire en sorte que vous changez d'habitude. Et voyez-vous, moi quand je suis allé en Égypte, j'ai commencé à prendre du café parce qu'il faisait froid. Oui, c'est ça. Ouais, donc de nouvelles habitudes, des contextes différents qui forcément influent sur peut-être votre foi, ça dépend, ou bien sur vos comportements, votre façon de faire, votre façon de voir le monde. C'est pourquoi il est extrêmement important de voyager, de voir que les gens ne sont pas toujours sous les mêmes conditions et que les hommes d'habitude s'adaptent à ces conditions-là. D'accord. Nous allons parler de Daouda. De son retour au pays, prétendant à un poste important, comme s'il était plus doué que ceux qui ont étudié dans les universités. Êtes-vous d'accord que les diplômes ne suffisent pas, mais surtout avoir des relations? Effectivement, parce que Daouda, c'est la désillusion. Il est parti pensant qu'à son retour, il allait avoir les meilleurs postes dans ce pays-là. Ah oui, il a été déçu. Et ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Beaucoup aussi d'entre nous l'ont vécu, ceux qui sont revenus d'Alexandrie ou bien d'autres pays l'ont vécu. Hein? Et certains sont restés même dans ces pays-là. Voilà, donc moi-même j'ai galéré quand je suis rentré. Hein? J'ai galéré presque 2 ans à trouver ma voie. Donc, vous voyez, c'est un problème qui se pose. Et effectivement, on se rend compte que parfois, il faut des relations pour avoir certains postes. D'autres, il faut aller voir les marabouts, compris pour toi, pour avoir des postes. Bon, c'est la problématique de l'emploi qui se pose au niveau du Sénégal. Et qu'il faut vraiment faire en sorte que les gens ne reviennent pas seulement avec des diplômes, mais ils reviennent avec des projets et qu'ils puissent entreprendre, n'est-ce pas, pour en tout cas se réaliser dans des activités où ils peuvent développer leurs compétences. Parce que aussi, c'est vrai, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut quand même se mettre en perspective. D'accord. Bon, une fois au retour au pays, avez-vous éprouvé une nostalgie? Oui, forcément, de l'Égypte. Ouais. Oui, parce que c'était, comme je l'ai dit, un rêve d'y aller. Et le cœur brisé de revenir aussi. Bon, même si mon projet était de revenir, bien entendu. Certains même disaient que est-ce que Madou allait rentrer chez lui. Tellement il s'était imprégné de cette culture et que j'en profitais pour aller un peu partout en Égypte, aller au Caire. Et Dieu a fait que j'avais aussi de la famille au Caire. Vous voyez, donc je voyageais beaucoup à travers l'Égypte. Je me sentais égyptien quelque part. Mais aussi, c'était un devoir de rentrer chez moi et de servir mon pays. Donc, j'ai eu cette nostalgie véritablement de l'Égypte, et ce qui fait que dès que j'ai l'occasion, j'y retourne. Voilà. D'accord. Y a-t-il des inconvénients d'étudier à l'étranger? Non, je ne trouve pas, parce que, comme on l'a dit, il faut aller à la quête de la science jusqu'en Chine. Donc, et le voyage vous permet de vous développer. Ça élargit vos horizons. Donc je ne l'ai pas regretté, au contraire, j'ai bien aimé ces 2 années que j'ai passées dans ce pays-là. Mais toujours est-il qu'aussi, il faut faire en sorte qu'on trouve les conditions d'étudier dans nos propres pays. Voilà. Mais quand même, c'est intéressant de sortir, d'avoir d'autres expériences, de rencontrer d'autres personnes et d'autres formes, même système d'enseignement, c'est toujours enrichissant. Êtes-vous retourné depuis? Oui. Et pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'étais en Égypte. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Et là, je me sens comme chez moi. Parce que j'ai la forte certitude que mes aïeuls viennent de cette zone-là. Quelles sont les universités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers? Où ça D'une façon générale, en Afrique ou bien dans le monde, les universités, bon, y a-t-il des universités? Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup d'universités qui ne sont pas toujours à l'accueil.
Oui, mais je pense que du point de vue de la mobilité des étudiants en Afrique, il reste beaucoup à faire. Hein. Il reste beaucoup à faire. Généralement, au Maroc, le Maroc accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Hein. Ils ont de très grandes universités maintenant qui rivalisent avec les universités même européennes, et que ce soit dans toutes les grandes villes du Maroc, que ce soit Fès, hein, que ce soit Casa, Rabat. Donc il y a un contingent extrêmement important d'étudiants. Bon, l'Afrique du Sud également, surtout les enseignants, hein, accueille beaucoup d'enseignants. Mais là, l'université de Dakar, hein, quand même, reçoit beaucoup d'étudiants étrangers. Mais l'Égypte, là où j'étais, c'était une université très sélective. Hein. Nous étions pratiquement une centaine, hein, à être formés pour 2 années, hein, au niveau de 4 départements. Donc il n'y avait que, pour notre promotion, il n'y avait que 6 Sénégalais, n'est-ce pas, dans cette université. Donc vous voyez, c'est très sélectif, donc ce n'est pas comme les autres universités. Voilà. Donc ouais. Et la plupart des Africains vont plutôt en Europe, hein, en Europe, en France pour les Sénégalais. Quel est le lieu qui vous a plus marqué là-bas en Égypte? Ah, c'est Luxor. Pourquoi? Luxor, parce que c'est le sud. Si vous connaissez bien l'histoire de l'Égypte, tout est parti du sud. Hein, cette partie qu'on appelait Tachemaou, la Haute-Égypte. Et c'est à partir de là qu'il y a eu cette conquête donc, de l'unification de l'Égypte à Tamehou. Tamehou, c'est le nord, c'est le delta. Donc l'essence, la substance de la civilisation égyptienne se trouve dans ce sud-là, dans ce Tachemaou-là. Et c'est là où se trouve Luxor, la nouvelle ville de Luxor, que les Grecs appelaient Thèbes, mais qui s'appelait Wasset. Le vrai nom de cette cité en pharaonique. Parce que l'Égypte c'est très grécisé, quoi. Les noms qu'on a souvent sont des noms grecs, mais le nom égyptien de Luxor c'est Thèbes. Et c'est à Thèbes où on a les temples les plus importants, comme le temple de Karnak ou bien le temple de Luxor. Et c'est là-bas aussi où on a la vallée des rois, où sont enterrés les rois dans les montagnes, surtout à partir des rois de la 18e dynastie, qui est la dynastie la plus prestigieuse de l'histoire de l'Égypte. Donc c'est le lieu que j'adore le plus, très riche en histoire. Sinon j'aime bien aussi aller à Gizeh, là où se trouvent les grandes pyramides d'Égypte. Un peu plus au nord, c'est pratiquement au Caire. Voilà, donc ce sont ces 2 endroits-là que j'adore, au-delà des sites touristiques comme Sharm el-Sheikh au niveau du Sinaï, le Djebel Moussa, donc la montagne Moussa, qui sont des endroits magnifiques. Et ce qui est important aussi, moi j'aime bien le Caire également, surtout le Caire islamique, le vieux Caire, ce qu'on appelle le vieux Caire, hein, où véritablement c'est très vivant, il y a une architecture ancienne qui date du Xe siècle, et c'est beaucoup d'événements. La dernière fois que je suis allé, c'était le jour même du Mawlud Hussein. Ah bon, là-bas? Oui, oui. Et tu avais l'impression d'être à Touba ou bien à Tivaouane. Ah bon? J'étais vraiment émerveillé d'assister à cet événement où on célébrait Hussein. Donc, ils célèbrent ça? Ah oui, une partie de la population. Parce qu'il y a un peu de l'islam sunnite dans cette zone-là, mais aussi il y a beaucoup de détracteurs de ces pratiques. Ouais. Comme parfois on voit un peu un je vous demande. Ah oui. J'ai été surpris et émerveillé par en tout cas cette ferveur-là. Tu as l'impression de voir des gens paysans qui viennent en ville rien que pour cette activité, et les rues grouillent de monde, cette activité commerciale, cette animation de chants religieux, n'est-ce pas, de danse, et c'est magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette université senghorienne? Oui, c'est le fait de rencontrer pratiquement toutes les nationalités africaines. Hein, des Béninois, des Ivoiriens, des Français,
des Nigériens avec qui on était très amis, très amis avec les Nigériens, donc les Camerounais, hein, voilà. Donc c'était l'Afrique en miniature, hein, dans notre unité, mais aussi dans notre diversité. Et là aussi, on se rend compte qu'on est quand même très différents du point de vue culturel, mais ça nous a enrichis. Voilà, c'est vraiment... Et cette fraternité qui est restée, parce que jusqu'à présent, nous avons gardé les liens. Nous avons gardé les liens et quand on a l'occasion de voyager en Afrique, on est reçu un peu partout en Afrique parce qu'il y a nos promotionnaires qui sont dans ces différents pays et souvent qui occupent des fonctions extrêmement intéressantes. Donc nous avons véritablement vécu le panafricanisme, l'Union africaine à travers cette université. D'accord. D'où est-ce qu'on peut procurer cet ouvrage? Oui, cet ouvrage est publié par l'Harmattan, hein? Et c'est un vieux qui date de 2014, mais qui est souvent réédité. Donc de temps en temps, voilà, l'Harmattan fait une réédition de l'UE d'Alexandrie, qu'on peut trouver également en ligne, qui est disponible en ligne avec Amazon ou bien les grands sites là où on vend les livres. Bon, Monsieur Kane, si je vous demandais de comparer l'université senghorienne de l'Égypte avec nos universités, soit l'université Cheikh Anta Diop ou bien l'université Gaston Berger, comment diriez-vous? Oui, déjà, pourquoi on a créé cette université? C'était pour permettre aux Africains de bénéficier de formations qui n'existaient pas dans nos universités africaines. C'est déjà ça la différence. En plus, les conditions de travail sont excellentes, hein? Sur 2 ans, nous avions une promotion qui a vécu pendant 2 ans. Nous étions des boursiers, on était logés dans des appartements très bien équipés. Nous avons une bibliothèque, un centre numérique de grande qualité et tous les moyens qui nous permettaient d'étudier dans d'excellentes conditions. Donc, 2 années où vous vous consacrez aux études et que vous avez la possibilité de faire vos stages en Europe ou bien au Canada, ainsi de suite. Donc, je peux me sentir être privilégié en ayant fréquenté cette université avec des effectifs réduits, avec un niveau d'enseignement extrêmement élevé parce que nos enseignants, ils venaient juste pour faire des cours et rentrer. Ils venaient de France, d'Afrique, du Canada, de ces pays-là, ils faisaient les cours et rentraient. Et donc, je pense que c'est important aussi qu'on puisse avoir ces institutions d'excellence dans nos pays et pour en tout cas former cette élite-là dont nos pays ont besoin pour assurer le développement. Mais aussi, on a besoin d'avoir des universités qui peuvent contenir cette grande masse de bacheliers qui accèdent à l'université, mais aussi de plus en plus professionnaliser les formations. Je pense que c'est ça qui est le plus important et mettre les moyens pour l'éducation parce que un peuple éduqué, c'est un peuple qui peut vraiment prétendre au développement. D'accord. Si je vous dis qu'il y a des étudiants qui arrivent à l'université Gaston Berger, des bacheliers, des nouveaux bacheliers, et qui ne sont pas logés. Oui, bon, parce qu'il faut se conformer à la réalité. L'université ne peut pas loger tous les étudiants, ça c'est clair. Et je pense qu'au Sénégal, quand même, les universités font beaucoup d'efforts pour les loger. Mais il faut leur permettre au moins d'avoir des bourses et d'avoir la possibilité de travailler. Parce que si vous allez en Europe, les étudiants travaillent pour financer leurs études. Qu'ils puissent aussi accéder à des moyens de financement qui leur permettent, après, quand ils auront un travail, de pouvoir rembourser. Oui, parce que malheureusement, beaucoup d'étudiants sont dans la précarité et ça les empêche de performer. Moi, je me rappelle bien, quand je suis venu à l'UQAT, j'avais trouvé un ami qui m'avait précédé d'une année, qui était très brillant. J'ai vu qu'il reprenait la première année. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, moi, avant que je comprenne l'université, les procédures, avant que vraiment je me mette dans des conditions permettant de travailler, l'année était déjà finie. Ouais. Ouais, donc beaucoup qu'on a eu à perdre dans leur cursus universitaire, faute de conditions de travail. Nous, à Alexandrie, bon, on avait déjà nos diplômes, j'avais déjà
la maîtrise à l'époque. J'étais même inscrit en thèse quand j'allais à Alexandrie. Vous voyez, donc c'est complètement différent. Voilà, donc en tout cas, il y a des efforts à faire, qu'on puisse avoir des universités un peu partout dans notre pays, que ce soit à Hambourg, à Kédougou, parce que ce n'est pas un luxe l'enseignement supérieur. Hein. Voilà, ça demande des moyens tout simplement. Oui. Je vous laisse conclure. Oui, tout le plaisir en tout cas de discuter avec une grande dame des lettres du Sénégal qui incarne l'élégance, je dirais pas universelle, mais en tout cas thiessoise. Parce que Thiès, vous êtes reconnu, Mousso. C'est le prestige, c'est important aussi de faire passer cette émission dans cet organe Prestige, n'est-ce pas, Oui, TV. Prestige, oui, Donc TV. vous n'avez pas volé le nom. Et nous vous encourageons votre engagement, votre passion pour les arts, pour les lettres, pour Thiès, pour le livre. Merci beaucoup, Michel Kane. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à M. Bassirou Thiam, directeur des manufactures, et à tout le personnel. Merci à ma coiffeuse Kolle Coiffure. Merci à Mme Foulard, Mme Marem Gueye. Merci à mon cadreur Moussa Mbaye. Merci à mon tailleur Djibi Ndiaye Sofrako. Merci Matarba Accessoires. Nous allons nous retrouver dans 15 jours, Inch'Allah. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature.